Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On est le lundi 15 décembre et je suis, vous le voyez, avec Fred Weiss. Salut Fred. Salut. On n'est pas d'accord a priori sur un ou deux sujets de ce podcast. Moi je suis rarement d'accord avec les gens. C'est pas faux, mais est-ce que tu as raison du coup ? Ça c'est l'autre question. Alors ça c'est impossible de répondre vraiment à cette question. Et ça sera aux gens d'en juger au moins à la fin de ce podcast et puis plus tard dans NBA Extra. Moi je crois que j'ai raison et j'imagine que toi aussi tu crois que tu as raison. Bah non, moi j'admets parfois pouvoir avoir tort. Moi jamais. Mais c'est assez rare, je te cache pas que c'est assez rare. Alors sur le premier sujet, je sais pas du tout ton avis sur Jalen Brunson. J'ai voulu parler un peu du meneur des Knicks après encore des grosses perfs en NBA Cup. Ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je me suis demandé si Jalen Brunson n'était pas un peu sous-coté. Je trouve que par rapport à ce qu'il fait à New York, dans une franchise historique, en ayant relancé cette culture de la gagne à New York, quasiment à lui seul, aussi un peu avec l'aide de Tom Thibodeau. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on ne parle pas assez, je trouve, moi, de Jalen Brunson, de ce qu'il fait aux Knicks, par rapport à ce que pourrait faire Cade Cunningham à Détroit ? Moi, je sais pas. Non, franchement, c'est compliqué comme question parce que Jalen Brunson, je trouve qu'il est à sa place. Je pense que c'est un joueur fantastique. Je pense que quand on pense à New York, on pense en premier à lui. Quand on pense à la conférence Est, on pense à lui. Parce qu'on se dit que c'est le mec qui a justement réussi à ramener un petit peu New York sur la carte. Non, je crois pas. Alors évidemment, il y a d'autres joueurs qui sont hyper intéressants, notamment à l'Est. Tu parles de Cade Cunningham qui est intéressant, Maxi qui est un joueur aussi fantastique. Mais dans l'absolu, non. Moi, je pense que les gens le considèrent à sa juste valeur. On en parle peut-être moins parce que déjà défensivement c'est un peu compliqué parfois et que c'est un joueur particulier, très particulier quand même. Mais dans l'absolu, c'est un joueur exceptionnel. Donc je pense que les vrais savent que c'est un joueur exceptionnel. Mais peut-être que c'est pas le premier cité, effectivement, parce qu'il est moins flashy qu'un Maxi, par exemple, moins passeur qu'un Cade Cunningham, mais au niveau du clutch... Je vais reformuler la question différemment. Est-ce qu'après Giannis, c'est le meilleur joueur de l'Est pour toi ? Trop difficile à répondre parce qu'il y a tellement de joueurs, mais je pense qu'il doit pas être loin, oui. Mais encore une fois, c'est contextuel. Quand tu as un Jalen Brunson qui est dans une équipe qui fonctionne bien de New York, bah forcément tu penses à lui. Mais tu as Cade Cunningham qui est un jeune joueur qui amène son équipe de Détroit très haut. Donc est-ce que ça vaut pas la même chose, étant donné il perd plus de ballons, mais il fait plus de passes et il défend un petit peu mieux aussi. Un Maxi qui est dans une équipe compliquée, qui finalement a pris le lead sur cette équipe des Sixers. Bah rien qu'en termes de meneur, j'ai ces trois-là. J'ai Brunson, Maxi et Cade Cunningham. Donc difficile de dire que c'est le meilleur joueur, mais par contre que c'est un joueur clutch qui sera là dans les moments difficiles, sur qui tu peux t'appuyer. Oui, évidemment, joueur fantastique. Moi je trouve dans la discussion avec Cade, puis j'avais noté aussi Donovan Mitchell et Jaylen Brown qui sont un peu les autres gros joueurs de cette conférence avec Maxi. Oui. Derrière Giannis, je pense que c'est ces quatre-là qui se dégagent. J'ai toujours l'impression que Jalen Brunson, on n'en parle pas assez dans le sens où pour sa taille et les exploits qu'il fait offensivement, en fait il n'y a que lui je trouve qui est capable de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sa taille ? Quel rapport ? Tu sais, Kylian Mbappé, un jour, il a dit tu ne parles pas d'âge. Donc, tu ne parles pas de taille. Quand tu es sur le terrain, tu es sur le terrain. C'est quoi le rapport avec la taille ? Donovan Mitchell, franchement, c'est pas un très grand joueur en taille. Pourtant, il est un tout petit peu plus grand, je pense. Un tout petit peu plus grand, mais je suis pas sûr tant que ça, finalement. Je pense qu'il gruge beaucoup sur sa taille. Vraiment, mais Jalen Brunson gruge aussi sur sa taille parce qu'il annonce un 1,88. En fait, il est plus aux alentours d'un 83, 84. Je pense que les deux, ça se doit pas se faire bien mal, vraiment. Peut-être, ouais. Mais dans l'absolu, je vois pas le rapport, en fait, par rapport à sa taille. C'est juste des joueurs fantastiques qui font la différence, qui sont hyper intéressants. Et si tu me demandes maintenant lequel je prends juste après Giannis, dans les moments clutch, je réfléchis même pas. Bien sûr, ce sera Brunson. Tu prends Brunson ? Oui, bien sûr. Okay. Mais maintenant, dans 2 ans, je te dirais Cade Cunningham ou Maxi. Parce qu'il y aura un peu plus de maturité, et il y aura un peu plus de vécu. Mais à l'instant T, oui, je pense que... Après, tu as parlé de Jaylen Brown. Ouais, c'est un sacré bazar cette saison aussi, on est d'accord. C'est très solide quand même. Mais lui, par contre, il fait plus d'1m80. Lui, par contre, il est bien grand. 1m85. Ok. On passe du coup à un sujet. Toujours, on fait spécial conférence Est aujourd'hui. Je l'ai pas dit, mais en fait, tous les sujets, c'est sur des joueurs ou des équipes de la conférence Est. Cleveland, est-ce que les Cavs doivent casser leur groupe ? C'est la question qu'on a voulu se poser parce que Cleveland, après les plus de 60 victoires, 64 la saison dernière, pour l'instant, c'est 15 victoires, 12 défaites, 8e de la conférence Est. Il y a la blessure d'Evan Mobley, là, toute récente,
intéressante qui va encore noircir le tableau et compliquer les choses pour l'équipe de Kenny Atkinson. Est-ce que tu sais que depuis le 24 novembre, ils n'ont pas gagné 2 matchs de suite, les Cavs? Je sais. En saison régulière, tu sais tout. Ouais. Bah non, je l'ai lu. En saison régulière. Je l'ai lu, je l'ai pas noté moi-même. Est-ce que c'est le moment où Cleveland doit... Enfin, est-ce qu'on approche du moment où il va falloir arrêter de faire confiance à ce groupe et à penser que ça peut marcher à un moment et qu'il va falloir peut-être casser cette équipe? Mais déjà, ma question, qui fait confiance à ce groupe depuis le début? Qui? L'année dernière, l'année dernière, on a dit oui, ils sont bien en saison régulière, mais tout le monde s'est pas dit, il y a l'ombre quand même du fait qu'ils soient capables de choquer. Que cette équipe peut bien jouer au basket pendant la saison régulière. Le choc est arrivé avec les blessures. Surtout. Alors, comme par hasard, oui, mais l'année d'avant aussi. Oui, c'est le problème de Cleveland. La constante, c'est les blessures. Et donc, si t'as que des blessures, si tu sais qu'à chaque fois que tu vas loin, tu as des mecs qui vont te blesser et que tu pourras pas aller plus loin que ce que tu veux, bah, il faut changer en fait. Il faut trouver une autre solution. Si à un moment, si c'est une constante, si tu sais qu'à chaque fois que tu avances, tu as des blessures, bah, fais autre chose. Fais autre chose. Enfin, à un moment, je comprends pas cette réflexion. Ah ouais, mais si on n'était pas blessé, ouais, sauf que tous les ans, tu as un problème de blessure. Donc quand c'est récurrent, il faut trouver une solution. Et ça serait quoi la solution pour Cleveland? Parce qu'il n'y a pas non plus une marge de manœuvre énorme. C'est l'équipe qui a la plus grosse masse salariale de la NBA. C'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est très très difficile pour ensuite faire des échanges quand tu es au-dessus du deuxième apron, notamment. non, mais c'est Est-ce que Darius Garland, c'est celui qui doit bouger dans cette équipe? Je sais pas, parce que lui, il se plaint encore de son gros orteil, donc je sais pas exactement comment il va. T'as Sam Merrill qui faisait un bon début de saison, qui s'est blessé. Alors, je pense qu'ils n'ont pas de chance en plus. Parce que, objectivement, t'as Tyson qui arrive, qui est plutôt un bon joueur, mais t'as Sam Merrill qui se blesse. Ensuite, t'as Mobley. T'as eu Jarrett Allen pendant un long moment. Garland qui souffre toujours de son pied. Max Strus, enfin un moment. C'est le moment où Jarrett Allen revient que Evan Mobley se blesse. C'est ça. Donc en fait, tu te dis, cette équipe est jamais au complet. Donc effectivement, moi ça me paraît très compliqué. Et j'ai lu un truc sur X l'autre jour, je sais pas si on a le droit de dire X, mais tu peux, bien sûr. Ouais, de toute façon, c'est trop tard. Sur X, un mec qui disait Donovan Mitchell, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu ça en fait. Ouais, quand le mec te met 48 points et que tu es obligé de les mettre contre Washington pour gagner, quand hier il les met pas et comme par hasard tu perds, à un moment, les gars, il y a un problème dans cette équipe. Oui, il manque des joueurs, mais il n'y a pas des joueurs capables de gagner en fait. C'est une vraie complication là. Mais je ne sais pas s'ils ne sont pas capables de gagner ou si en effet ils n'ont pas entre guillemets de chance au niveau des blessures, même quand c'est récurrent sur 2 ou 3 saisons, au bout d'un moment c'est plus de la chance, c'est que les joueurs sont fragiles. Ben oui, c'est ce que je veux dire. À un moment cette fragilité, c'est soit tu te dis ok on ira où on ira et tant pis avec ces joueurs-là, soit tu essaies de changer les choses, mais comme tu as dit, c'est compliqué. Donc moi dans l'absolu, je suis GM, j'ai les mains libres, concrètement je casse tout. Sauf que t'as pas les mains libres. C'est pas exactement aussi simple que ça pour les Cavs. Pour moi, cette équipe n'ira jamais extrêmement loin. C'est pas possible, en fait. Encore une fois, sur le papier, des joueurs fantastiques. Hein. Sauf que s'ils sont blessés tout le temps, à un moment, c'est un vrai fardeau, ça. Ouais, ça fait un peu parenthèse enchantée, en fait, la saison à 64 victoires la saison dernière, où... mais ça a duré... En fait, on comprenait si, ça jouait très bien, mais... Est-ce qu'il y avait une explication rationnelle pour aller chercher autant de victoires? On était tous un peu étonnés. Il y a eu moins de blessures dans la saison. Personne s'y attendait. Dans la saison régulière, il y a eu beaucoup moins de blessures. Moins de blessures. Et en fait, ce qui prouve que cette équipe au complet est une équipe intéressante. Mais sur une saison régulière plus des playoffs, il y aura des blessures. Dans cette équipe, il y aura des blessures. Il y a une fragilité. Après, l'intérêt, c'est que si tu as peut-être les blessures maintenant, tu les auras peut-être pas au printemps. C'est possible. C'est possible. Mais encore une fois, cette équipe l'a prouvé. Hein. Au complet, c'est une équipe très sérieuse. Mais au complet, on les voit quand? C'est ça le problème, on les voit quand? Ouais, et puis il y a aussi le fait que Darius Garland, cette saison, quand il joue, il est totalement à côté de ses pompes. J'étais choqué en bossant sur le podcast. Il est à 14 points de moyenne cette saison, Darius Garland. Il est à 26% à 3 points. Ouais, mais ça, c'est extrêmement difficile à justifier quand même pour un joueur normalement de son talent. Je pense objectivement qu'il souffre. Vraiment, je pense objectivement qu'il souffre. Ouais, pas à 100%. Le gros orteil, c'est compliqué, hein. Parce que sur tous tes démarrages, sur toutes tes prises de décision, c'est le gros orteil qui prend. Enfin, t'es en appui dessus. T'es en appui dessus, donc c'est possible que ce soit ça. Mais ça veut dire quoi? Qu'il joue encore avec sa blessure, donc ça veut dire que ça va durer encore plus longtemps. Donc il sera peut-être jamais à 100% de la saison. Ça présage pas de très bonnes choses. Hein. Est-ce que la base, ça reste Donovan Mitchell, quoi qu'il arrive dans cette équipe, ou lui aussi, il peut faire partie d'un... Enfin, si tu décides de totalement transformer cet effectif, est-ce que tu t'appuies encore sur Donovan Mitchell, quoi qu'il arrive,
Ou est-ce que tu peux repartir à zéro et balayer aussi l'option Mitchell? Honnêtement, ma première option serait de tout casser, de balayer l'option Mitchell. Parce que Donovan Mitchell, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais fait gagner personne. Et au contraire, ça a toujours été compliqué. Mais de l'autre côté, pour moi, il est irréprochable depuis le début de saison. Depuis le début de saison, il porte cette équipe à bout de bras. Il est obligé. C'est la meilleure version de Donovan Mitchell depuis qu'il est en NBA cette saison. Exactement. Donc, je sais pas. Pour moi, depuis le début, quand il a signé là-bas, je me suis dit jamais il fera gagner cette équipe. Sauf que force est de constater que l'année dernière, ils font une très bonne saison. Et lui, il s'intègre parfaitement dans ce collectif. Cette année, ils sont en galère. Et lui, en général, il leur sauve les miches, si vous me passez l'expression, assez souvent. Donc, je sais pas. Réellement, encore une fois, première impression, je casse tout. Donovan Mitchell, je le trade. Sauf que, encore une fois, c'est peut-être l'âme de cette équipe finalement. C'est peut-être celui qui est le plus irréprochable de tous en fait. Ouais, et puis moi il y a un truc qui me marque aussi avec Cleveland cette saison, c'est qu'il y avait une progression l'année dernière d'Evan Mobley. En fait, je sais pas quoi penser d'Evan Mobley parce que depuis qu'il est en NBA, on attend toujours un peu plus de lui. Il progresse, mais je pense que le plafond, il va quand même rapidement être atteint pour lui, notamment offensivement. Ou est-ce que ça va devenir un jour un shooter fiable? Est-ce que ça va être un joueur qui peut se créer son tir lui-même? Est-ce que ça peut être un joueur plus intéressant qu'il n'est actuellement en dehors de prendre des rebonds et de jouer près du cercle? Je crois pas. J'en suis pas sûr non plus. Non, je crois pas. Je crois pas. L'année dernière, on était content parce qu'il avait progressé effectivement, mais aussi parce que l'équipe jouait extrêmement bien, que le ballon circulait extrêmement bien. Et donc quand le ballon circule bien, tu as deux intérieurs, tu les sers bien, ils sont dans un bon rythme, tout le monde est en confiance et tu mets des paniers. Là, tu te rends compte quand même que quand c'est plus compliqué, c'est pas lui qui va tirer vers le haut, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Mais la même chose pour Jarrett Allen. Hein. Jarrett Allen, pour moi, sur le début de saison, alors oui, il s'est blessé, on va dire, mais avant, pour moi, il était en régression. Et lui aussi, c'est le genre de mec, quand on est en play-off, je sais pas si vraiment je peux m'appuyer sur lui, en fait. Donc, il y a plein de joueurs qui, pour moi, sont des interrogations, qui ont fait une saison magnifique l'année dernière, parce que nouveau coach, parce que nouvelle ambiance, parce que nouvelle envie, parce que ça se passait bien, et forcément, ça crée des choses. Mais dans l'absolu, j'ai pas une confiance énorme dans tous ces joueurs, en fait. Et moi, ce qui me semble problématique aussi, en plus, sur la paire Allen-Mobley, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut, qu'on peut encore jouer avec deux intérieurs, et il y a des équipes qui le prouvent, et qui l'ont remis au goût du jour, mais en fait, si tu as deux intérieurs qui ont beaucoup de mal à shooter à 3 points, tu peux raconter ce que tu veux, ça peut marcher sur une période, ça peut marcher sur une série de playoffs en fonction des match-ups, mais sur la longueur, en fait, ça te ferme beaucoup trop d'options. Surtout qu'avec un joueur comme Garland ou Mitchell, qui sont des joueurs qui aiment bien driver, non, mais tout le monde dans la peinture. Tu vas te retrouver vite avec un spacing dégueulasse, quoi. Et c'est le problème avec Jarrett Allen d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir Mobley en 5 et Jarrett Allen soit en backup, mais pas avoir les deux en même temps sur le terrain. Sur les deux en même temps sur le terrain, c'est très compliqué. Et effectivement, il n'y a pas assez d'espace. Moi, quand je vois une équipe qui fonctionne bien par rapport à ça, c'est quand je vois Chet Holmgren et Hartenstein. Oui, Hartenstein, c'est dans la peinture. Mais c'est des rôles ça peut s'écarter, et c'est des rôles qui sont différents. C'est un 4 et un 5, un vrai 4 et un vrai 5. Mais effectivement, chez ces deux joueurs-là, Mobley et Jarrett Allen, j'ai pas ce sentiment que ça soit aussi différent, les deux, en fait. Il y en a un, oui, qui peut un peu plus s'écarter, mais dans l'absolu, il va quand même se rapprocher pour se rassurer, en fait. Surtout qu'offensivement, Mobley prouve qu'il peut pas être une vraie option offensive en numéro 4, un joueur qui apporte du spacing avec un shoot extérieur. Donc, s'il peut pas faire ça, autant le laisser dans la peinture, près du cercle. Et là, il peut être intéressant. Et là, il peut être hyper intéressant avec son profil de rebondeur. Beaucoup plus que Jarrett Allen. Et voilà, parce qu'il a quand même des meilleures mains que Jarrett Allen. Très bon défenseur près du cercle aussi. Capable de switcher sur quasiment tous les profils. Et là, ça devient intéressant, je suis d'accord. Voilà. Donc peut-être que c'est pas rien d'un des deux grands. Voilà. Parce que je pense que Jarrett Allen peut intéresser les gens. Hein. Donc cette équipe est mal construite finalement. Cette équipe est mal construite. Mais en même temps, l'année dernière aussi, on le savait. On l'avait vu. Oui, on l'avait vu. C'est juste que le nouveau coach est arrivé, on s'est dit, elle est mal construite, mais il arrive à jouer avec ça. Sauf qu'à un moment, il y a ses limites aussi sur ça. Hein. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit sur les Cavs. Donc on va pouvoir se battre sur Trae Young et les Hawks, qui ont exactement le même bilan que Atlanta, 15 victoires, 12 défaites. Si on t'avait dit en début de saison que Cleveland et Atlanta auront le même bilan, tu te serais dit ah ouais, grosse saison des Hawks, ils sont en haut du classement et ça joue au coude à coude avec les Cavs, incroyable. En fait, pas du tout, c'est le ventre mou, 8e et 9e de l'Est. Moi, je pensais qu'il serait 4e, qu'il serait dans les 4 premiers, Atlanta. Moi, je pensais qu'Atlanta serait devant Orlando au classement, en tout cas. Je voyais Atlanta mieux qu'Orlando cette saison. Non. Tu vois, alors que c'était les deux équipes, on les voyait un peu au coude à coude. Alors, objectivement, pas moi, mais je pense. Alors, pour te dire, je pensais Orlando 2 et Atlanta 4.
Tu t'as bien senti le coup, mais il reste du temps. Il reste encore beaucoup de temps. Oui, j'espère, mais je suis pas vraiment rassuré des deux côtés quand même. D'ailleurs, Franz Wagner, il en a pour longtemps ou pas? Je sais plus. Mais il en avait un peu quand même. Parce que c'est au moins un mois, non? Ouais, au moins un mois, je pense. Ouais, donc ça va être compliqué. Voilà, la question, est-ce que Trae Young peut relancer la saison des Hawks? Moi, je pense que oui. Trae Young, il est absent depuis le 29 octobre. 13 victoires, 9 défaites sans lui, donc un bilan plutôt bon, moyen. Enfin, il n'y a pas non plus de quoi s'extasier pour Atlanta. Il a joué que 5 matchs cette saison. Trae Young, il a une entorse du genou. Il se remet là. Il a repris l'entraînement. Il va reprendre avec Atlanta. Pour autant, est-ce que ça peut changer la dynamique de l'équipe de Géorgie? Non. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Non. En fait, on s'est rendu compte, et beaucoup d'analystes, je lis beaucoup de choses, tu vois, comme quoi. Sur X sur plein de trucs, sur Internet en général, et beaucoup d'analystes disent que Atlanta joue mieux sans Trae Young, joue mieux dans le terme de circulation de balle, que justement chacun touche le ballon. Il y a un Jalen Johnson qui est arrivé et qui commence à voir vraiment les clés du camion. En fait, il est devenu calife à la place du calife, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait, l'inquiétude que j'ai par rapport à ça. Mais encore une fois, Trae Young est beaucoup plus intelligent que les gens peuvent imaginer. Je trouve que dans son approche du basket. Mais le problème, c'est que c'était lui le boss quand il est parti quand même. Là, il va revenir. C'est plus forcément lui le boss. C'était le boss, mais on sentait qu'il manquait pas grand-chose. Enfin, on attendait la progression de Jalen Johnson et on se disait ça peut basculer quand même assez rapidement cette histoire. Là, effectivement, ça a basculé en son absence. Là, ça a basculé fort. Ouais. Ça a basculé fort. Il vient d'enchaîner 4 triple-doubles de suite. Ça a basculé fort. Donc, à un moment, comment il va s'intégrer dans ça? Comment l'équipe va continuer à jouer? Moi, je trouve que Nickeil Alexander-Walker est un joueur fantastique, qui apporte aussi énormément. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment vraiment Trae Young peut s'intégrer dans cette équipe sans la révolutionner complètement. Et le problème de Trae Young, c'est que c'est un très bon joueur. Et je te dis, c'est un joueur qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Mais à un moment, il a deux problèmes. Le premier, c'est un trou noir en défense. Il ne sert absolument à rien. Je pense qu'il défend comme ma grand-mère. Donc ça, c'est quand même une vraie complication. Et ensuite, il a quand même beaucoup besoin du ballon. Et on vient de le dire, Jalen Johnson a pris cette part de responsabilité avec le ballon. Jacques le dit tout le temps, et je suis d'accord avec lui, le seul qui pourrait bénéficier de ça, c'est Isaac. Isaac, lui, il attend dans les corners, Trae Young va le trouver. Et il sera plus performant. Mais les autres auront moins le ballon. Alexander Walker sera moins intéressant, il sortira du banc. Je suis pas sûr que ça révolutionne les choses dans le bon sens. Je pense que ça peut être compliqué, justement, l'adaptation, d'intégrer un électron libre, si tu me passes l'expression, même si c'est pas très joli, et encore une fois, je respecte Trae Young, mais intégrer un électron libre comme ça dans une équipe qui joue mieux sans lui, et avec un nouveau chef, c'est compliqué. Il y a deux choses sur Trae Young, c'est que la première, effectivement, c'est l'une de ses qualités, mais c'est aussi son défaut, c'est que c'est un joueur qui porte beaucoup le ballon, il en fait beaucoup de choses, mais du coup, dans cette équipe d'Atlanta qui a appris à jouer sans lui, et plutôt bien sans lui, ça peut poser souci. Maintenant, est-ce que Trae Young, il n'est pas capable de changer un peu son style de jeu? Moi, ce que je te disais, on en rigolait avant le début du podcast. Pour moi, Trae Young, statistiquement, ça doit être le meilleur passeur de la NBA. Par contre, il doit tourner max à 18 points par match, en fait. Il doit prendre beaucoup moins de shoots et être le créateur ultime de l'équipe avec des joueurs comme Jalen Johnson, avec des joueurs comme Alexander Walker qui bénéficient justement du fait qu'il va forcément aussi quand même focus un peu les défenses sur lui avec sa présence, sa qualité de shoot. Entre guillemets, sa qualité de shoot qui est pas non plus toujours d'une grande qualité, parce que c'est un joueur qui a jamais eu des pourcentages énormes à 3 points. Qui peut être un tueur en série sur des fins de match. Qui peut être un tueur quand il joue les Knicks, ouais. Par exemple. Et après, le côté trou noir en défense, je suis assez d'accord avec toi, mais au final, est-ce que c'est pas la meilleure équipe pour lui, Atlanta, dans le sens où si tu as déjà Daniels, Reza Shea, Jalen Johnson et Alexander Walker, t'as quand même du monde pour le cacher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant d'équipes qui peuvent aussi bien défendre sur les extérieurs que les Hawks. Ouais, alors c'est vrai que t'as Trae Young, du coup c'est un boulet, mais c'est un boulet dans l'équipe, dans la meilleure équipe pour cacher ce boulet, je pense. Oui, mais ça veut dire aussi que tu te crées un trou où tu n'en avais pas en fait. Avant tu n'en avais pas du tout des trous. C'est-à-dire que sur tous les postes, tu pouvais défendre dur, tu pouvais être sérieux, tu pouvais t'appliquer, tu pouvais voler des ballons, tu pouvais courir. T'as Trae Young, t'es obligé de compenser Trae Young déjà. Tu compenses rien, mais t'as l'équipe pour justement le compenser. C'est justement ça qui me plaît avec cette équipe des Hawks. Qu'est-ce que tu préfères, avoir un Trae Young qui te fait un trou et c'est gênant, ou avoir cette équipe qui peut défendre sur tous les postes? Moi, mais qui peut défendre sur tous les postes et qui fait 15-12 à l'Est.
C'est que c'est pas non plus, Non, l'armada mais ultime, les Atlanta. En même temps, Atlanta, c'est pas l'armada ultime avec ou sans Trae Young. Hein. Ouais, moi, je suis désolé. Moi, je les voyais beaucoup mieux. Encore plus avec Mais je te Jalen dis, moi, je les Johnson voyais qui remplit quatrième. les triples-doubles. Je Je trouve que le bilan, il est hyper décevant pour Atlanta. Ben En fait. oui, mais C'est en même abusé temps, d'être 9e à l'Est avec cet effectif-là pour Quinn Snyder. Franchement, je suis complètement d'accord. Moi, Ok. je pense que le problème, c'est Quinn Snyder. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense. Moi, alors déjà, sa gestion de Rizak, moi, ça me rend fou. Parfois, il est bon, il le laisse sur le banc, je comprends pas du tout comment il gère. Et après, il faut quand même parler du vrai cas aussi, Porzingis. Porzingis, il joue quand C'est le gros souci quand ils ont fait signer Porzingis, c'était l'interrogation et bah ça se révèle qu'il serait très bien à Cleveland au final, Porzingis quoi. Non mais ce que je veux dire, l'infirmière et Cleveland. Non mais c'est vrai que en fait quand tu penses à cette équipe, tu penses avec Porzingis et avec Porzingis, normalement tu fais un step up, sauf qu'il joue jamais. Donc forcément, même si Okongwu fait plutôt une bonne saison, t'as pas le backup, ça change beaucoup de choses de pas avoir Porzingis. Donc quand tu penses à l'effectif, faut enlever Porzingis aussi de ça. Ouais, enfin, le Porzingis. Et moi, justement, j'attendais vraiment ce duo Trae Young-Porzingis sur le pick and roll. Enfin, pour moi, c'est pas létal, mais c'était vraiment une sacrée arme qu'avaient les Hawks. Tu pouvais écarter le jeu, le pick and pop. Tu avais énormément d'options, surtout avec un Jalen Johnson qui est devenu à ce point-là fort. Quoi. Parce qu'Okongwu, c'est un bon défenseur, mais en protecteur de cercle, je pense que Porzingis, c'est mieux. Hein. Largement meilleur, bien sûr. Donc, ça veut dire que tu gagnais en attaque sur les pick and roll, etc. Et en plus, tu gagnais en défense avec un mec qui, derrière, quand tu défendais très dur, tu te faisais passer, il y avait Porzingis derrière. Ça change beaucoup de choses aussi, encore une fois. Encore une fois, quand on pense à cette équipe d'Atlanta, on pense avec Porzingis. Et avec Porzingis, je pense que oui, ça mérite d'aller plus haut. Il n'est quasiment pas là, en fait. Donc ça change. En fait, l'interrogation pour Atlanta, c'est est-ce qu'il faut mieux essayer de réintégrer Trae Young dans cette équipe en sachant qu'il peut être peut-être simplement désormais une deuxième option, ou alors si tu vois que ça marche pas ou si tu penses que ça ne peut pas marcher sur le long terme, l'échanger et trouver un meneur de jeu meilleur défenseur. D'ailleurs, est-ce que tu as vraiment besoin d'un meneur de jeu dans cette équipe ? Non, je crois pas. Alexander Walker peut faire le taf en première lame et Jalen Johnson peut faire le taf en deuxième. Donc ça peut être un créateur. T'as moins besoin que ce qu'on peut imaginer. Mais encore une fois, je suis GM d'Atlanta, je trade Trae Young et Porzingis. Je fais un pack pour ramener un gros. Je sais pas lequel encore. Plutôt un arrière ou un ailier du coup ? Non, on a déjà tout ce qu'il faut là. Ailier, c'est bon. Ouais. À l'intérieur ? À l'intérieur plutôt. Ouais, à l'intérieur. Un vrai gros. Tu vois, par exemple, un mec qui aime les biches, tout ça quoi. Qui aime les biches ? Attends, je l'ai pas là. Les biches, les Bucks. Ah ouais, non, mais d'accord. Oui. Non, D'ailleurs. Franchement, tu proposes Trae Young et Porzingis, je sais pas. En fait, moi, chez les Bucks, je le fais jamais. Atlanta a un pic des Bucks, c'est ça le truc qui peut faire pencher la balance. Exactement. Je crois pour cette saison, celui de cette saison ou celui de la saison prochaine, je sais plus. Donc ça veut dire que tu peux leur envoyer 2 bons joueurs, plus un pic. Enfin, un qui joue pas et un qui a un trou noir en défense. Ça, je peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir. Moi, je pense que tu seras obligé de donner. Non, mais tu l'auras jamais. Tu seras obligé de donner un Dyson Daniels dans l'histoire, plus qu'un Porzingis. Mais pourquoi pas. Tu donnes quand même Porzingis. Tu l'accompagnes quand même jusqu'à la sortie. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Mais Giannis ira jamais à Atlanta. Mais ce que je veux dire, c'est que aller chercher un gros serait intéressant. Je sais pas moi s'il ira jamais à Atlanta. En fait, t'es Milwaukee, on a beau dire il a envie de signer à New York. Là, j'ai vu la dernière info, c'était à Miami. Au final, il va signer surtout là où les Bucks vont l'envoyer parce que même s'il a fait gagner un titre, il y a un moment, il va falloir que Milwaukee, ils vont pas passer 10 ans au fin fond de l'Est parce qu'ils ont fait un trade qui arrange Giannis. Oui, bien sûr, je comprends. Je suis d'accord. C'est aussi le truc. Moi, je pense qu'il peut très bien jouer à Atlanta. Giannis. Yanis, tu l'envoies dans une équipe qui peut gagner le titre dès cette saison ou dès la saison prochaine, il va pas non plus faire la fine mouche parce qu'à Miami, j'aimerais bien savoir à quel moment il joue le titre avec lui. Tu pars quand même de beaucoup plus loin, je pense, pour surtout, Miami. c'est où l'espace pour lui ? Parce que Bam, il va jamais partir. Kelly Oubre, c'est un vrai bon joueur. T'en as un des deux qui partira. Bam partira jamais. Bam, pour moi, je pense que Bam, il est pas du tout intouchable à Miami. Dans un trade pour Giannis, moi je pense que c'est Giannis surtout qui vaut de moins en moins avec ses blessures. Ça, je pense que les franchises vont plus dépouiller pour Giannis en télé. S'il est blessé, pourquoi pas, ouais. Contre Jarrett Allen et Evan Mobley, tu vois. Les deux. Non, mais franchement, Evan Mobley, Giannis, pour les Bucks, moi je repars direct avec Evan Mobley. Avec des pics, bien sûr, tu fais pas juste Mobley, Giannis. Mais si tu peux je pense que c'est un des meilleurs joueurs que tu peux récupérer pour Milwaukee, c'est Evan Mobley. Il y a pas 10 joueurs dans la NBA que tu peux échanger contre Giannis
et qui contenteront les Bucks. Tu vois ce que je, Ouais, je tu vois comprends. ce que je veux dire C'est pas bête. Ça fait Tu vois, partie j'y ai des pas meilleurs pensé, mais joueurs c'est que pas bête. Milwaukee pourrait récupérer. tout à fait. Evan Mobley, très jeune, un profil athlétique. Vrai potentiel sur le papier. Voilà, sur le papier, tu te dis que ça va s'améliorer à un moment. Moi, j'y crois pas trop non plus. Je pense qu'il a atteint le plafond, le Je Evan pense Mobley. aussi. Mais pourquoi pas. Pour en revenir à juste finir sur Trae Young et Atlanta, ça peut foutre le bordel que Trae Young revienne dans cette équipe ou pas. Désolé pour l'expression. Oui. Ça peut faire que ça se passe encore plus mal, sachant que de nouveau, hein, c'est pas non plus flamboyant Atlanta avec ou sans Trae Young de toute façon. Dans l'absolu, oui, mais je l'ai dit et je le répète, je pense que Trae Young est un garçon bien plus intelligent que les gens peuvent imaginer. Donc je pense qu'il va essayer de tout faire pour que ça se passe bien. Sauf que, encore une fois, quand il est parti, c'était le boss. Même si toi, tu penses que c'était le demi-boss. C'était le boss, mais ça il commençait à vaciller sur le trône. Ça commençait à vaciller un petit peu, mais c'était quand même lui qui était la tête d'affiche de cette franchise. Même si Jalen Johnson arrivait, il était quand même numéro 1. Là, il va se retrouver à être à quelle position dans la franchise ? Est-ce qu'il est numéro 1 toujours, ou est-ce qu'il est numéro 2 ? Parce que Jalen Johnson, entre ce qu'il est en train de faire, entre sa marge de progression, sa jeunesse, je sais pas si c'est pas lui le numéro 1, c'est la tête d'affiche de cette franchise. Pour moi, maintenant, c'est Jalen Johnson. Donc forcément, quand tu as un gros caractère, un gros joueur comme Trae Young qui revient, ça peut créer des tensions. Sur le papier. Dans les faits aussi, le fait qu'on lui ait pas proposé un nouveau contrat, qu'il soit sans cesse dans les rumeurs de transfert, soit ça peut lui faire aussi rentrer du plomb dans la tête en mode, en fait, je suis plus le franchise player des Hawks et je suis peut-être pas un franchise player en NBA. Soit ça peut aussi lui donner envie de partir et guillemets, d'attendre la fin. Donc, par définition, ça veut dire quoi ? Que ça peut créer des problèmes. Voilà, que ça peut donc créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Ça peut bien se passer, encore une fois, dans l'absolu, mais moi, si je devais mettre une pièce, ça se passera mal, hein, pour moi. Mais finalement, Trae Young, il serait bien dans quelle équipe ? Parce que il a des défauts, un peu comme la Melo Ball, qui sont un peu irréversibles quand il est dans un roster. Ah oui, il a des défauts super compliqués. Je sais pas, moi. En fait, chaque fois que je pense à un meneur, je pense à l'équipe qui en a le plus besoin d'un meneur. C'est Minnesota. Sauf que tout à fait. C'est pas du tout l'image de Minnesota. Minnesota, ça doit être rugueux, ça doit mettre la pression tout terrain, et ça doit être dur au mal. C'est pas exactement les caractéristiques pour moi de Trae Young. Donc j'ai du mal à savoir où il pourrait aller. Vraiment, c'est comme les Ja Morant, s'il devait partir, je sais pas où il pourrait aller. C'est des mecs tellement compliqués que tu sais pas où les mettre. Encore une fois, en termes de valeur, de talent du joueur, il y a absolument rien à dire. L'adaptation dans un roster, plus compliqué quand même. Hein. Ouais, j'aime bien Trae Young, Anthony Edwards, au moins tu... Ah là, tu t'envoies du jeu, des fans. Là, t'as les fans vont être contents. Ouais, sauf que c'est cher, Trae Young, quand même. Donc ça veut dire que c'est pas si cher que ça. Oui, donc je veux dire, t'envoies quand même un ou deux joueurs, quoi. Ouais. Puis ils ont plus grand-chose à envoyer. C'est ça. C'est bien ça le problème. Les Wolves. Tu vois, du Naz Reid ou... Du Naz Reid, ça serait très très compliqué, Super Naz Reid, quand même. Parce qu'en sortie de banc, il te fait beaucoup de bien. Hein. Et comme t'as pu, Alexander Walker... Rudy Gobert. Peut-être au niveau des contrats, ça ne matche pas du tout, mais Rudy Gobert, tu vois, à l'intérieur, ils ont besoin Atlanta. Ouais. D'un grand. Franchement, ça pourrait être pas mal. Et tu vois. Pas mal, mais ça ne matche pas, je crois que Rudy. Non, ça matche pas, il gagne plus. Il gagne plus, Rudy, c'est vrai. Il gagne trop d'argent. On termine par la finale de la NBA Cup. On voulait en parler rapidement. Finale qui opposera San Antonio à New York. Il y a eu du coup 2 NBA Cup pour le moment. Les Lakers l'ont gagné en 2024, les Bucks en 2025. Aucune de ces 2 équipes n'a passé le premier tour des playoffs. T'avais ça en tête ou pas ? Non, je m'en rappelais plus. Alors si New York la gagne, normalement ils passeront un premier tour. Ça pourrait matcher peut-être avec San Antonio. Tu vois. Imagine New York passe pas le premier tour des playoffs. C'était juste pour relativiser l'importance de cette finale. Je peux te dire que s'il passe pas le premier tour, plus personne va se battre pour la NBA Cup. Hein. Ouais, c'est vrai. Tout le monde va dire non, c'est bon. Le triplé de fou. Le triplé de fou. Les Lakers c'était contre Denver et puis les Bucks l'année dernière c'était contre les Pacers. Mais bon, il n'y avait pas Giannis. C'était quand même dans des circonstances un peu particulières. Quelle importance donner à cette finale ? Moi, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Si ce n'est bien sûr la symbolique de gagner un trophée. Mais sur un match, au final, c'est un match de saison régulière plus, avec des statistiques d'ailleurs qui ne compteront pas pour les joueurs en saison régulière. Il y a des statistiques que pour la finale de la NBA Cup. Si demain, dans la nuit de mardi à mercredi, Wemby met 80 points, ça ne comptera pas comme des stats de saison régulière. Quoi. Alors très objectivement, la NBA Cup n'a aucun intérêt dans l'absolu, sauf quand c'est la finale. Quand c'est la finale, il y a un vrai intérêt. T'as qu'une équipe sur 30 qui est championne NBA par an.
Donc, le fait d'avoir ce trophée en plus, ça te permet d'avoir justement un trophée et ça te permet de dire que t'as gagné un trophée, en fait. Et donc, quand je pense à New York et à San Antonio, je trouve que c'est magnifique pour les deux. Parce que les deux méritent d'avoir un trophée. Plus New York, d'ailleurs, sur le travail accompli. Mais à San Antonio, avec ce qu'ils ont réussi à construire tous ensemble, à l'évolution qu'ils ont eue sur le jeu cette année. Alors, chance aussi dans les tours de draft, il faut quand même aussi le reconnaître. Mais le travail qui a été fait, je trouve que c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. La NBA Cup, moi, pour moi, c'est les matchs de saison régulière jusqu'à la finale. Parce que quand il y a un trophée, c'est plus pareil, en fait. Ouais, et c'est ça motive pas mal les bonhommes aussi. Je crois que c'est quasiment $1,5 million par joueur de gains. Ouais, j'ai vu. Pour le trophée, 400 000, $440 000. Ça fait un peu moins en euros, mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai vu que c'était une des sources de motivation principales de la plupart des joueurs. On les comprend parce que finalement, il y en a. Alors pour certains joueurs, il y en a qui n'ont pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui touchent beaucoup moins. Le 13e ou 14e joueur de l'effectif, ça change un peu sa saison quand même. Toi qui aimes bien Jalen Brunson, tu as vu son discours en disant oui, nous, il y a certains joueurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais il faut penser à toute l'équipe. Il y a des joueurs qui ont besoin de cet argent et maintenant on se bat pour eux aussi. Et je trouvais ce discours plutôt intelligent parce que effectivement, Jalen Brunson, même s'il a fait des efforts pour rester au Knicks, il gagne quand même extrêmement bien sa vie. Mais dans le roster, il y a des mecs qui sont un peu plus en difficulté. Et je trouve que c'est génial qu'ils travaillent en équipe et qu'ils se battent ensemble. Et je trouve que cette finale, elle est super chouette parce que New York le mérite, parce que le travail qu'ils ont fait sur les dernières années. Et San Antonio, les jeunes qui montrent des choses et qui ont battu surtout l'équipe imbattable d'OKC, je trouve ça plutôt cool. Ouais, et on rappellera que l'année dernière, les Bucks avaient mis un blowout à OKC. Je me souviens très bien de ce match que j'avais regardé. Ça avait fini 97-81, mais en fait, il y avait eu plus 30 moments dans le match et ça avait été, assez horrible de gagner. Et OKC a gagné les finals. Donc il faudra tirer aucun enseignement de cette finale. Il faut que je dise surtout un truc, c'est que justement, moi je me disais, ça prouve que OKC n'a pas encore cette capacité à gagner les matchs coup près. Je pense exactement la même chose du coup. Et effectivement, ça n'a eu aucune incidence et ils ont quand même gagné. Donc, tu vois, comme quoi. Et exactement, ils ont gagné plusieurs matchs 4 décisifs ensuite en play-off. Donc, pas vraiment d'intérêt, si ce n'est un trophée et beaucoup d'argent pour les joueurs. Et puis peut-être que ça peut aussi lancer une série. Peut-être que l'équipe qui est l'NBA Cup cette année gagnera le titre ou ira en finale. Ça se trouve, c'est une preview des finales NBA de la saison. Tu penses que la finale sera à San Antonio, New York? Tu mettrais une pièce là maintenant? Moi, j'ai eu un débat avec Chris dans le dernier podcast et il n'était pas du tout d'accord avec moi. Mais l'avenir va me donner raison, bien sûr. C'est que je disais que les San Antonio étaient 5e du coup de l'Ouest à ce moment-là. Et je lui disais, moi, ils ont largement le niveau pour être au moins dans le top 4 de l'Ouest, voire sur le podium. Et je trouve que... Alors, rien à voir avec la NBA Cup, c'était avant d'ailleurs le match contre les Lakers. San Antonio a rien à envier, je trouve, à Los Angeles ou voire à Houston. Tu sais qu'on a déjà eu ce débat avec Chris. Lui pense que Los Angeles marche sur l'eau et va écraser tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'inconnus dans cette équipe. Et je pense que quand tu as 3 joueurs qui portent le ballon comme Luka, Austin Reeves et LeBron, c'est compliqué parce que défensivement, tu as 3 trous noirs. Et pour compenser 3 trous noirs, c'est dur. T'as DeAndre Ayton qui se réveille un coup sur 2, et encore, je suis gentil. Pour moi, elle a beaucoup de carences, cette équipe des Lakers, et je suis pas certain que dans des matchs couperés, ils soient capables d'aller extrêmement loin. Ouais. Donc, je pense que San Antonio, pour moi, est plus intéressant. Ouais, moi, je pense que les Spurs peuvent viser au moins le top 4, au moins l'avantage du terrain au premier tour des playoffs, en fait. Alors, lui, il me disait, il faut être patient. Top 6, c'est bien. On va pas s'enflammer trop. Top 6, c'est bien. Je pense que les Lakers, sur une saison régulière, finiront devant. Mais par contre en play-off, sur une série de play-off, ouais. moi je donne pas forcément cher de la peau des Lakers face à. Alors, je pense que ça sera compliqué parce qu'il y a quand même d'un côté énormément d'expérience, de l'autre beaucoup moins. Mais je pense que ça se jouera et ce sera pas si simple que ça pour les Lakers. Il y a beaucoup trop de carences dans cette équipe de Los Angeles défensivement et même en attaque. Ouais, mais Marcus Smart aide beaucoup. Vanderbilt arrive maintenant à jouer un peu plus et quand il est sur le terrain, franchement, c'est hyper intéressant. Le dernier match, DeAndre Ayton, après c'était contre les Suns, donc forcément ça le motive un petit peu plus, mais il a été exceptionnel. Attention quand même à cette équipe des Lakers qu'il ne faut pas enterrer. Mais dire qu'ils vont écraser les San Antonio Spurs, non, j'y crois pas du tout. Au passage, j'ai toujours le même problème avec Vanderbilt, c'est qu'il est souvent blessé. Oui, bien sûr. Quand il joue, il fait toujours 2-3 bons matchs, sauf qu'après on se rend compte qu'il sert à rien en attaque, qu'il a aucune adresse extérieure et que du coup tu attaques à 4. Et toi, t'es dur, il a mis un gros panier à 3 points sur le match. On le connaît, le Jared. On le connaît vraiment par cœur, Jared Vanderbilt. On sait toujours comment ça se termine, c'est-à-dire soit sur le banc, soit à l'infirmerie. C'est vraiment dommage. Et pour Austin Reeves, moi j'attends encore de le voir faire une grosse série de playoffs parce que l'année dernière, il s'est quand même fait concasser par
C'était par qui? C'était par OKC? Non, je sais plus par qui. C'était pas Minnesota? Si, par Minnesota, où il n'a pas vu le jour physiquement, où il a été mangé dans l'intensité et dans l'impact. Et Sabo est un super joueur balle en main. Je trouve que quand l'intensité monte d'un cran encore, Austin Reeves, il a encore beaucoup de problèmes. T'es comme Chris, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit, sur une saison régulière, oui. Sur des playoffs, vu que l'intensité, la dureté sera beaucoup plus importante, c'est compliqué avec ces 3 joueurs que sont LeBron, Lucas et... Je pense à Harris parce que aussi contre le Thunder cette saison, alors tout le monde s'est fait marcher dessus quasiment par Oklahoma City, mais en fait quand il s'est retrouvé face à Casanulas et Caruso, là, ça a été horrible pour Austin Reeves. Mais vraiment, ça a été horrible. Et ça sera un peu la même histoire, je pense, encore en playoff cette saison. Je pense que c'est ça la limitation pour eux. Et je pense que si je devais faire quelque chose aux Lakers, ce qui n'est pas le débat du jour, mais quand même, j'échangerais Austin Reeves. On va finir ce podcast en étant d'accord. Ça, c'est pas mal. Très bon joueur de basket, mais physiquement, c'est dur pour lui, les playoffs. Trop dur. Et je suis d'accord. Bon. On s'arrête sur je suis d'accord. On va s'arrêter là directement. On s'arrête, allez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Fred, à une prochaine. Oui. Et du coup, Jalen Brunson, affaire à suivre sur cette histoire. Mais je pense qu'il est toujours un peu sous-coté. Mais... Moi, je pense pas. Je pense que c'est un joueur exceptionnel. Et les gens qui pensent qu'il n'est pas exceptionnel sont pas de bons analystes. Ah, parfait. Comme ça, on est encore doublement d'accord. Allez, bonne semaine basket à toutes et à tous. Ciao.